Bonjour, ici Isabelle Morin et bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courir un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je te parle de la Boost Energy, la nouvelle gamme de produits lancée l'an dernier. La Boost Energy, c'est conçu pour les efforts de haute intensité, puis ça fournit une énergie et une hydratation instantanée, sans mal de ventre. C'est conçu par et pour des athlètes d'endurance qui veulent repousser leurs limites et aller plus vite. Ça vient sous forme de gel avec 25 grammes de glucides et des électrolytes et ça vient en drink mix qui te donne 60 grammes de glucides et 400 mg d'électrolytes pour une flasque de 500 ml. Puis dans les deux cas, le goût est neutre, la texture est le fun et c'est fait avec des ingrédients 100% naturels. T'as le goût d'essayer ça? Va sur le nac.com et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 267. Déjà? Quand même! J'étais avec une voix que vous avez déjà entendue. Isabelle, c'est ton 5e passage au podcast. J'ai fait mes recherches, donc bienvenue pour la 5e fois. Merci à Pas sorti du de bois. m'inviter, ça me fait toujours plaisir. Toi, t'es venu dans toutes les situations. T'es venu en Zoom au début quand il y avait juste ça qu'on avait le droit de faire. Après ça, t'es venu ici en mode panel. Ouais. On l'a fait au Noctem ensemble, un épisode devant le public. Je vais sortir les chiffres parce que, les chiffres, les numéros d'épisodes, parce que des fois, les gens viennent de découvrir Pas sorti du bois puis ils se disent, je vais aller me taper les autres épisodes sur la nutrition. Donc, t'es venu à l'épisode 21 en janvier 2021. Pas mal au début. L'épisode 76, un an plus tard, en janvier 2022. À l'épisode 139, ça c'était au Noctem en 2023. Et t'es venu au panel sur le surentraînement à l'épisode 215. Ça c'était en octobre 2024. Fait qu'officiellement, il y a que en 2025 que t'es pas venu à Pas sorti du bois. On remédie à la situation. Et voilà, le aujourd'hui. début d'année, ça va déjà être fait. Fait que la Exact. fois de l'année va être faite. On va être prêt pour être. On a déjà des idées pour On a 2027. déjà un plan pour l'année prochaine. On s'écrivait pour trouver le bon concept, devrait parce que se c'est le revoir. fun de se réinventer. Puis on a trouvé, je pense, un bien bon concept qui aurait pris trop de temps dans le délai entre le moment qu'on a eu l'idée puis ce soir où on enregistre. Oui. Mais On garde des petites idées pour vous pour la prochaine fois. Ça va être très bon ce soir, mais watch out 2027. Exact. Mais blague à part, merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. On est dans mon sous-sol, Oui. un épisode où tu es déjà venu. On a fait ça ici avec le panel. C'est ici. La première question, toujours la plus importante, encore plus ici, là, c'est de l'hydratation. Puis c'est important quand on se lance sur un ultramarathon de podcast. Qu'est-ce que tu bois, Isabelle? Je bois un petit mocktail saveur tequila et ananas. Le numéro 5 de chez Mox, Délicieux. qui est vraiment mon préféré. Je le Ouais. dis, t'aurais pris un autre, j'aurais quand même dit que mon préféré, c'est le 5. Mais Et oui, très bon. vraiment très bon. Moi, de mon côté, là, je me suis dit, podcast sur la nutrition. Je suis allé avec une rigueur féline de chez Noctem, qui est une nano IPA, donc une petite 2,5%. Puis la dernière fois qu'un invité était venu au podcast, il avait pris ça, je me rappelle, on s'était dit, hey, ça goûte vraiment la bonne IPA sans le... Sans les IPA, on sont à 6, 7, 8%. Ouais. On aime ça, mais Pour un petit soir de semaine. on est lundi, C'est on enregistre dans un podcast, fait que voilà, passe rigueur féline, cheers, merci d'être là. Cheers. On peut le faire en vrai, chin chin. Oui, vraiment. Donc là, aujourd'hui, on vous parlait du concept de 2027, mais avant ça, il y a un concept en 2026 Oui, parce quand que même très intéressant aussi. on a fait plusieurs concepts. On a déjà fait des questions-réponses avec avec le public, les gens, les auditeurs du podcast. Mais là, on s'est dit, il y a beaucoup de choses qui se disent en général, puis je pense que c'est un côté à la fois positif et négatif de l'engouement qu'il y a autour du trail, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent des experts de tout en trail. Puis il y a des choses qu'on entend à tort ou à raison sur la nutrition ou en fait sur l'entraînement, je pense un peu partout. Oui. Puis là, on a ciblé 10 mythes
qu'on entend, puis on va les débattre, puis je dis « on », mais moi, je vais te parler des mythes, puis toi, tu vas nous expliquer. Et c'est plus toi qui vas les débattre ou les confirmer. Oui, il y a des petites choses des fois à rectifier. J'ai fait des petites recherches aussi, des petites données scientifiques que je me suis pris en note là, sur le côté que je vais pouvoir vous partager. Donc, on va essayer de mettre la lumière sur ces mythes-là. Exactement. J'ai pas fait faire un petit carton, un X ou un crochet vert. Fait que là, chaque fois qu'on a un mythe, c'est comme X, voilà, c'est pas vrai, ou le contraire. C'est plus nuancé que ça aussi. Ben, c'est ça que j'ai hâte d'entendre parce que c'est rare que la réponse est noire ou blanche. En nutrition, il y a rarement du noir ou du blanc. Bon, c'est excellent. Mais avant qu'on se plonge là-dedans, moi, j'aime toujours ça, prendre des nouvelles parce qu'à chaque fois que tu viens au podcast, c'est une occasion aussi de voir, toi, ta pratique du sport, la vie, comment ça va. Fait que ça fait quand même 1 an et demi que t'es pas venu au podcast. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle les premières fois que t'es venu au podcast, tu venais de battre ton temps sur 10 km puis sur demi-marathon. Qu'est-ce qui se passe de ton côté en course? Eh bien, au printemps, en mars passé, je voulais faire en bas d'1h20 sur mon demi. J'ai fait 1h19,55, un demi. Félicitations. Dans le coin de New York. Okay. Donc, c'était objectif atteint de tout près. Et puis, par la suite, j'ai fait un vraiment beau voyage en Norvège à l'été. Pas pour une course, mais on a fait de la trail juste vraiment pour le plaisir de courir en montagne et les paysages. Écoute, tout était magnifique. Ça on va fait du light pack sur plusieurs jours dans les refuges. Fait que ça a été vraiment une belle expérience de course en 2025. Dans quel coin en Norvège? On est resté plus dans le sud. Okay. Je veux dire, on n'est pas monté complètement au nord, mais on a fait vraiment une belle tournée, autant dans les fjords que dans les parcs, un peu au milieu là, de la Norvège. Donc, c'est un beau terrain de jeu pour la course. Ouais. Okay. Puis, cet automne, je voulais faire le demi à Toronto, mais je me suis blessée. Ah, OK. C'est pas beaucoup de performance à l'automne. Là, je me suis remis un peu de cette blessure-là. Puis là, à suivre pour... l'année 2026. Ça va mieux, la blessure? Oui, là, je reviens à un volume un petit peu plus proche de ce que je fais habituellement. Okay. Puis, probablement un 10 kilos là, ce printemps qui se profile à l'horizon. Bon, c'est le fun, ça. Toujours à ton compte comme nutritionniste? Oui. Toujours bien occupé? Bien occupé. Donc, je fais encore la consultation à distance, donc avec des gens d'un petit peu partout au Québec aussi. Et puis, je collabore également avec le Rouge et Or, donc les équipes sportives de l'Université Laval. On a un beau programme pour les accompagner aussi dans le sport, pour impliquer des étudiants du bac en nutrition auprès des équipes sportives. Donc, former la relève aussi en nutrition sportive. Et puis, on offre des ateliers cuisine aux athlètes. On a quand même beaucoup de choses qui sont présentes pour eux. Et puis, des conférences, des podcasts, des collaborations aussi. Tu te tiens occupé? Ben, il faut. Ben, j'espère. Ben, c'est le fun. Puis là, on est rendu à notre moment des mythes. Oui. On a sorti une liste, puis on s'est beaucoup amusé parce que on entend beaucoup d'affaires. Toi, de ton côté professionnel, nutritionniste, tu dois voir passer des choses, puis tu t'arraches les cheveux, tu te dis, mais pourquoi il y a des gens qui font la promotion de ça? On entend beaucoup de choses. Est-ce que c'est difficile des fois de se garder une petite gêne, de pas commenter? Parce que sur les médias sociaux, on entend vraiment tout et son contraire. Oui, il y a quand même beaucoup de choses qui passent sur les médias sociaux, beaucoup de choses qui sont des demi-vérités des fois aussi. Donc, tu te dis, ah oui, mais c'est un peu déformé, il y a peut-être des nuances qui n'ont pas été faites. Donc, je te dirais, c'est souvent ça le petit sentiment qui m'habite. Ouais. Puis, on s'entend, je pense que c'est un pensée si bien pour n'importe quoi sur les médias sociaux, sur Internet. En ce moment, à une époque où on peut de moins en moins se fier à ce qu'on voit. Est-ce que c'est de l'IA ou pas? Oui. Les sources, les médias sociaux, la plupart bloquent les articles. Fait qu'après ça, ce qui ressort comme article, c'est rarement des sources fiables. Puis comme tu dis, c'est rare que la réponse est noir ou blanc. Puis je pense qu'on est à une époque où pour que les algorithmes aiment les créateurs de contenu, faut être percutant. Le sensationnalisme la cote. Donc souvent, on essaie d'aller chercher quelque chose qui est wow, mais la réalité derrière est peut-être plus nuancée que ça. Puis c'est ça, c'est souvent des formulations très très simples, mais les explications derrière sont souvent très 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 complexes. En tout cas, se disent pas en un beau titre YouTube, mais faut faire attention. Fait que moi, quand on se demandait qu'est-ce qu'on va faire comme concept, je me suis dit, je le vois de plus en plus. Tu sais, je baigne beaucoup là-dedans. Je suis principalement des coureurs sur les médias sociaux, des athlètes, des créateurs de contenu, puis tu sais. Il y a beaucoup de monde qui font de l'excellent contenu, qui sont nuancés, qui sont vraiment des bons outils, qui donnent des bons outils pour la pratique du sport, mais à travers ça, il y a le clickbait. Puis,
Je pense que la nutrition, on le sait, là, on a souvent entendu dire qu'en ultra, surtout, mais même en trail, c'est une compétition de nutrition avec laquelle il y a un peu de course à travers. Ben, c'est un des facteurs qui est vraiment décisif sur la performance. Plus la distance est longue, plus ça vient jouer, puis plus il y a de chances que ça se passe moins bien à un moment ou à un Donc, autre. ça peut être bien de débâtir certaines affaires qu'on entend. Exact. Fait qu'on se lance sur le tout premier mythe, très important. On entend que les protéines sont aussi importantes que les glucides pour performer en trail. Ben, je pense qu'on est à un ère où les protéines sont un peu glorifiées dans l'alimentation en général. Écoute, je le lisais même encore ce matin dans la presse, un article qui parlait à quel point, par exemple, le fromage cottage avait eu une augmentation de 24% dans ses ventes dans la dernière année parce que justement, c'est un aliment riche en protéines, faible en matières grasses. Donc, il y a un peu cette aura-là positif autour des protéines, comme quoi tu peux en manger un peu tant que tu veux, puis ça n'aura pas de conséquences négatives sur ton poids et ta santé. C'est souvent ça qu'on entend. Je pense que ça vient aussi de l'entraînement en salle qui est très populaire. Puis je me rappelle, ça fait très longtemps que j'ai mis les pieds dans un gym, mais les shakes de protéines, les gens vont prendre ça pour la récupération, mais on va beaucoup glorifier justement la protéine pour le gain de masse et tout ça. Le gain de masse, pour son effet rassasiant aussi. Donc, nécessairement, dans tout ce qui est processus de perte de poids, c'est quelque chose qu'on met aussi beaucoup de l'avant. Et oui, les protéines, elles sont importantes. On peut pas leur enlever ce rôle-là. Elles sont essentielles. Quelqu'un qui mange que des glucides, il va lui manquer quelque chose dans son alimentation. Donc, quand on regarde au niveau des recommandations pour les athlètes d'endurance, on voit, tu vois, dans les dernières études que je voyais récemment, on parle de 1,6 à 1,8 grammes de protéines par kilogramme pour des athlètes de sport d'endurance. C'est peut-être un petit peu plus élevé que certaines autres recommandations qu'on a vues par le passé, qui étaient plus à 1,2, 1,6 grammes par kilo. Mais ça reste dans quelque chose qui est très, très faisable par l'alimentation au quotidien. Donc, pas nécessairement besoin d'aller vers de la supplémentation, vers des apports excessifs non plus. Une portion modérée de protéines au repas, peut-être une portion en collation si on a des longs délais entre les repas. Après ça, d'un point de vue vraiment plus relié à la performance, ben oui, il y a tout l'aspect récupération qui reste vrai aussi pour l'athlète d'endurance. Donc, tu parlais de gain de masse musculaire. Ben, c'est parce que finalement, l'entraînement au préalable de ces athlètes-là a développé des adaptations qui visent à gagner de la masse. Chez l'athlète d'endurance, l'entraînement va aussi solliciter des adaptations au niveau musculaire, mais qui sont différentes. Mais pour consolider ces adaptations-là, j'ai aussi besoin de protéines. Oui, c'est ça. Donc, les protéines en récupération, même pour un athlète de sport d'endurance, c'est important. Puis ça veut pas dire que si je mange des protéines après mon entraînement, je vais soudainement gagner plein de masse musculaire. C'est juste ces protéines-là vont être utilisées par mes muscles pour consolider les adaptations que mon entraînement m'a amené à travailler. Je comprends. Après ça, ben, il y a toute la question de la répartition des protéines aussi dans la journée. La grosse erreur que je vois chez la majorité de mes clients, c'est de consommer très peu de protéines le matin et beaucoup en fin de journée au repas du soir. Souvent, on va dire, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Du poulet, un sauté de tofu. C'est rare que on met autre chose de l'avant, alors qu'au petit déjeuner, ben, souvent des toasts, des céréales, mais l'apport en protéines est beaucoup plus faible. Donc, de répartir les protéines de manière plus équitable, ça peut être un intérêt pour l'athlète qui vise à optimiser sa récupération, parce que la synthèse protéique, c'est un processus en continu tout au long de la journée, pas juste en récupération immédiate. Et ça va aussi amener un effet sur la satiété, sur la régulation de l'énergie dans la journée. Donc, si je m'entraîne en fin d'après-midi, que je vais avoir un bon niveau d'énergie à ce moment-là, ben oui, le fait d'avoir peut-être mis des protéines dans mon petit déjeuner, d'en avoir eu au repas du midi, d'avoir eu une collation adaptée en fonction du délai avant mon entraînement, ben, ça va faire en sorte que je vais arriver vraiment plus en forme pour ma séance, que ma séance risque de mieux se passer également. Après ça, il y a peut-être un autre point qui est plus pendant l'effort, parce que quand on commence à parler d'ultra, on commence à parler de vrais aliments, pas juste des gels puis des boissons sportives comme on peut le voir sur marathon. Est-ce que c'est pertinent d'avoir des protéines pendant l'effort? Et là, c'est un petit peu plus controversé vraiment sur est-ce que c'est nécessaire? On va voir qu'il y a des athlètes qui arrivent quand même à faire des très, très bonnes performances avec
uniquement des sources de glucides, mais on voit aussi que l'apport en protéines peut aider, ne serait-ce qu'à des fois diminuer un petit peu l'acidité au niveau de l'estomac. Donc, tout ce qui est troubles digestifs sur des épreuves qui sont moindrement un peu plus longues, ça peut amener un effet qui est positif. Ça va aider aussi au niveau satiété, quand on est plusieurs heures à l'extérieur, à un moment donné, ça va aussi nous assurer une gestion de notre glycémie qui est plus stable. Ça contribue à l'apport énergétique. Puis souvent, les aliments protéinés, ils changent un petit peu le goût aussi dans ce qu'on mange. C'est ça qu'il y a des gens qui réussissent à rouler sur du gel puis de la boisson, un drink mix ou l'autre. Ça peut fonctionner, mais c'est dur sur l'estomac. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu jouer avec le feu. Puis il y en a qui le font très bien, puis il y a un entraînement derrière ça, mais tu flirtes toujours un peu avec le moment où ton estomac va faire là, on se calme le sucre puis donne-moi autre chose. C'est quoi? J'aime des fois mettre un petit peu de solide, oui, c'est un peu de protéines sur du plus long. Puis à l'effort, qu'est-ce qui est recommandé en termes de protéines? Parce qu'on parle beaucoup, puis on va y revenir tantôt, des grammes de glucides par heure. C'est une donnée qui est rendue après le pace, pas mal la deuxième donnée qu'on entend le plus parler en ce moment. Mais là, on part pour un ultra, quelqu'un qui va faire un 8, 10, 12 heures dans le bois et plus. Qu'est-ce qu'on doit viser environ si on veut miser sur les protéines aussi? Hein? Mais c'est sûr que la priorité va rester au niveau de l'apport en glucides. Après, moi, j'aime bien essayer d'intégrer peut-être un 5 à 10 grammes de protéines par heure. Les protéines sont quand même un petit peu plus difficiles à digérer que les glucides. Donc, on veut pas nécessairement y aller avec des quantités trop importantes. Après ça, c'est vraiment une question de tolérance personnelle. Qu'est-ce que, on a testé à l'entraînement qui a bien passé. Donc, encore là, le fait de faire des tests, de se pratiquer à l'entraînement pour le jour de la course, c'est important aussi. Puis, moi, c'est la première fois que j'entends, pas que j'entends parler de protéines, mais que il y a une réflexion derrière l'absorption, pas l'absorption, mais le fait de consommer la consommation de protéines à l'effort. Quand on parle de 5 à 10 grammes de protéines, ça ressemble à quoi? Mettons qu'on quantifie ça en collation quelconque. Mais tu sais, si on prend par exemple une barnaque qui est des produits qui sont parfois disponibles dans les ravitaillements, ça va être à peu près un 7 grammes de protéines par barre. Donc la plupart des barres de ce type-là, un peu énergétiques, on va tourner autour du 7 à 15 grammes, là, dépendamment des marques, dépendamment des produits. Après ça, si on y va plus, disons, 2 tranches de jambon, on va tourner autour du 10 grammes de protéines. Un œuf, donc des fois c'est des choses qu'on voit aussi, les œufs cuits durs. Donc, ça va être autour du 6 grammes de protéines pour un œuf entier. Puis quand on parle, ça, les produits vont parler d'un ratio. Tu sais, NAC, qui parle du 4:1 glucides versus protéines. On est un peu dans ces eaux-là, nécessairement. Oui, bien qu'il n'y ait pas nécessairement de recommandations spécifiques sur un ratio glucides-protéines pendant l'effort. C'est plus qu'on a besoin à l'effort. Récupération. En récupération, oui, on est plus proche de ça, là, un ratio 4:1. On va parler de 1 à 1,2 grammes de glucides par kilo pour à peu près 0,3 à 0,4 grammes de protéines par kilo en récupération immédiate. Fait qu'il là ton ratio 4:1, 4 barres de glucides, 1 barre de protéines. À l'effort, on n'a pas nécessairement ces recommandations-là. Mais selon ce que tu disais tantôt, justement, est-ce qu'on peut viser un 10 grammes par heure de protéines? Nécessairement, on va viser un peu plus que peut-être 40 grammes, mais on s'entend qu'il y a quand même un débalancement, puis on va miser sur les glucides. Mais c'est intéressant d'avoir cette réflexion-là pour ceux et celles qui veulent pousser un peu plus loin ce calcul-là, parce que à un moment donné, on peut essayer de calculer du mieux qu'on peut, mais d'avoir sa propre recette, de savoir, t'es pas en train de quantifier tes grammes de glucides pendant l'effort, puis t'as déjà ta recette que tu sais que, je vais la tester à l'entraînement, puis en prenant tel produit, je vais chercher à peu près un 10 grammes de protéines par heure, comme Isabelle m'a recommandé, puis je vais me chercher mon 60-70 grammes de glucides. OK, c'est bon, mais si vous voulez pas faire des calculs pendant votre course, ça peut être bien de le tester à l'entraînement. La nutrition, c'est pas des mathématiques non plus, donc on veut pas être en train de calculer nos grammes à l'heure là pendant qu'on court, bien qu'il y en a qui ça distrait, puis que ça leur fait penser à autre chose, mais... Les mêmes mathématiques que quand tu cours, puis tu te dis, là, il m'en reste, je passe au ravito, ça, c'est le kilomètre un tel, la course a un temps de kilomètre, OK. Tu fais des soustractions. Ça, tu peux faire des calculs. Ça occupe le cerveau. Exact. Mais sinon, l'objectif est pas de transformer la nutrition en un truc mathématique super complexe, mais oui, de quand même se prévoir un plan de course, d'avoir un peu une stratégie. On sait qu'on la respectera pas nécessairement à tout coup, mais déjà de savoir un peu vers où on s'en va, comment on s'enligne, ça aide quand on est dans des moments un petit peu plus difficiles. Oui, puis je pense que c'est rare que dès le début ça se met mal. Il y a des situations où ça arrive, mais souvent les premières heures, la nutrition va entrer un peu mieux. On n'est pas encore en carence de grand chose, fait que
ça peut être le moment d'optimiser justement puis de dire OK, je vais essayer de mettons quelqu'un qui en a fait beaucoup sait à peu près que les 4 premières heures ça va tout le temps bien moi de mon côté. Ben c'est peut-être le temps de faire le plein puis d'y aller un peu plus mathématique mais de te dire que ces 4 premières heures là, je vais avoir ce qu'il faut. Fait que si ça part en vrai plus tard, au moins, je serais pas parti avec un ventre vide au moment où ça se met à partir en vrai. Oui. Moi, j'aime bien toujours dire aussi, on veut pas non plus trop pousser notre chance au début, puis faire en sorte que ça rentre plus par la suite. C'est ça, donc, j'aime mieux quelqu'un qui arrive à manger toute sa course que quelqu'un qui mange trop au début puis qui est plus capable de rien manger après. Mais oui, de dire, bon, je profite quand même des premières heures pour m'assurer d'avoir une bonne alimentation parce que souvent, l'erreur que les gens font, c'est de dire, ça va bien, j'ai de l'énergie, j'ai fait une bonne surcharge en glycogène, j'ai pas faim, je mangerai pas pendant la première heure et demie. Et là, c'est là qu'on a un déficit qui se crée. Ben oui, exact. Bon, fait que premier mythe qui était les protéines sont aussi importantes que les glucides. Est-ce que tu dirais qu'elles sont aussi importantes ou? Ben, elles sont tout à fait importantes au même titre que les glucides, mais pour des raisons différentes, dans peut-être des contextes aussi différents. Bon, ben voilà. Premier mythe, il était pas mal vrai quand même. Oui, c'est quand même vrai. J'avoue. C'est juste vraiment pas leur donner une gloire plus grande qu'ils ne méritent. Exact. Deuxième mythe. La créatine améliore la performance des coureurs d'endurance autant que celle des athlètes de force. Ouais. Moi, tu vois, ça fait pas longtemps que j'entends parler de créatine en course. Puis là, tranquillement, moi, dans ma tête, la créatine, c'était quelque chose qu'on prenait pour être monsieur muscle, tu sais, pour les bodybuilders ou autres, comme tu dis, athlètes de force. Exact. Donc, la créatine, c'est un supplément de performance qu'on connaît depuis longtemps, qui est largement étudié. Certaines personnes voient encore ça un peu négativement ou ont l'impression que la créatine, c'est comme un stéroïde. Ouais. La créatine, c'est un acide aminé. Donc, les acides aminés, c'est notamment les constituants des protéines. Une protéine est faite d'acides aminés. La créatine, c'est un acide aminé non protéique. Donc, ça rentre pas dans la structure d'une protéine, mais ton corps va en produire de la créatine. Tu en as besoin. Donc, il y en a dans tes muscles. Quand tu manges de la viande, il y a de la créatine dans la viande. Les personnes végétariennes vont avoir généralement des concentrations musculaires un petit peu plus faibles en créatine, vu qu'il n'y en a pas dans leur alimentation. Mais tout le monde a de la créatine. Yeah. La créatine est à la base de, notamment, la production d'énergie à partir d'une molécule qu'on appelle la phosphocréatine. La phosphocréatine, dans ton muscle, elle va servir à produire de l'énergie sur des efforts très courts, à haute intensité. Donc, on parle de 30 secondes et moins. Oh, OK. Donc, c'est pour ça que, normalement, c'est utilisé, entre autres, par les gens au gym, parce que, bon, souvent, c'est des efforts très courts, répétés. Ça va être un supplément qu'on va voir aussi beaucoup en hockey, soccer, donc dans les sports intermittents, où on a des efforts à haute intensité avec des temps d'arrêt. Donc, dans ce temps d'arrêt-là, le muscle a le temps de resynthétiser la phosphocréatine à partir de la créatine. Donc, la créatine va notamment améliorer le temps de récupération dans ce type d'effort-là. Donc, on améliore la capacité de performer, ce qui peut, avec un entraînement approprié, mener au gain de masse musculaire si c'est ce que je vise par mon entraînement. Donc, si je prends de la créatine, je reste assis dans mon divan, il se passe rien au niveau de mon gain de masse musculaire. Maintenant, quand on regarde pour les athlètes d'endurance, donc tu auras compris que, premièrement, la vocation première de la créatine, c'est pas pour les athlètes d'endurance. Donc, l'athlète d'endurance aura pas nécessairement un grand besoin de mobiliser la phosphocréatine. On peut le voir, par exemple, dans des sports où il va y avoir parfois des accélérations. On prend, par exemple, une course en vélo où on va voir à la fin le sprint final qui peut être un moment où, oui, la créatine peut être utilisée au niveau musculaire. Donc, des moments de sprint ou d'intensité dans une épreuve d'endurance, ça peut faire appel à la phosphocréatine. Mais sinon, la créatine, on va voir qu'elle a quand même d'autres rôles et c'est un petit peu ces rôles-là qui ont récemment été mis de l'avant et qui intéressent maintenant les athlètes d'endurance. Donc, on va voir qu'une supplémentation en créatine augmente aussi le stockage du glycogène au niveau musculaire. Donc, quand on consomme la créatine conjointement à un apport en glucides, on va voir que les taux de glycogène musculaire sont un petit peu plus élevés, ce qui pourrait ultimement être bénéfique pour une performance. C'est un petit peu plus significatif au point de faire une différence. Okay. Après ça, est-ce que c'est significatif au niveau de la performance? Là, il n'y a pas de données sur ça nécessairement. Est-ce qu'on a une meilleure performance parce que j'ai un petit peu plus de réserve musculaire de glycogène?
on peut penser que ça peut aider. On va voir qu'il y a quand même des effets aussi au niveau récupération, inflammation. Donc, il y a des athlètes qui vont sentir que ça les aide, même si dans leur sport comme tel, pendant l'effort, ça les aidera pas et ça va les aider plus au niveau récupération par la suite. Il peut y avoir aussi des bénéfices là un petit peu plus au niveau tout ce qui est dommages musculaires, ce qui peut aider finalement à la récupération. Le petit contre-coup de la créatine, c'est que ça peut amener un gain de poids. Donc, gain de poids qui est lié à de la rétention d'eau. Donc, c'est pas un gain de masse adipeuse, mais la course à pied, la course en montagne, on sait que le poids est quand même souvent un facteur qui est beaucoup regardé par les athlètes. On va en reparler tout à l'heure aussi. Mais c'est de mettre un peu le pour et le contre. Est-ce que ce petit gain de poids potentiel, c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon, est contrebalancé par les effets potentiellement bénéfiques de la créatine, mais à proprement parler, sur la performance directe, il n'y a pas d'effet comme tel. C'est plus en périphérie sur la récupération, le glycogène musculaire. Fait que c'est peut-être un petit gain, mais qui vient avec un certain contrepoids qui fait que c'est pas un game changer. Exact. Souvent, pour diminuer le risque de gain de poids, on va éviter la phase de surcharge, qui est une phase où on va prendre pendant 5 jours une dose beaucoup plus élevée de créatine. Donc, on parle d'un 20 grammes par jour. Avant la phase de maintien qui est plus un 3 à 5 grammes par jour. Donc, si on commence direct avec la phase de maintien, on a une plus petite dose en partant. Ça prend un petit peu plus de temps à saturer les concentrations musculaires, mais on va voir qu'il y a moins de risque de gain de poids à ce moment-là. Puis là, on parle d'un point de vue performance, mais si on parle des athlètes amateurs, la plupart des auditeurs, des auditrices en ce moment qui, sont pas capables de prendre 120 grammes de glucides à l'heure, sont pas professionnels. Optimiser avant. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment faire une différence de dire, moi, je vise de faire, un 100 km en moins de 20 heures? Est-ce que ça va vraiment faire une différence pour un athlète avec un objectif? Puis je veux pas diminuer, je suis ce genre d'athlète-là. Moi, je vise pas une performance, je vise la meilleure performance pour moi dans ma vie en ce moment, tu sais. Je ramène souvent les gens aussi à la pyramide de la nutrition sportive que j'appelle, donc où la base, c'est pas les suppléments, mes habitudes au quotidien. Après ça, le milieu de ma pyramide, c'est mes stratégies de nutrition sportive. Est-ce que je mange bien avant, pendant, après? Puis le petit sommet, c'est les stratégies plus pointues et la supplémentation. Mais j'ai pas intérêt à travailler le petit pointu avant que la base soit optimisée. Mais si tout le reste est optimisé, pourquoi pas aller regarder? Puis est-ce que c'est le meilleur supplément pour moi? Est-ce qu'il y a peut-être autre chose? La créatine dans le sport d'endurance, c'est peut-être pas mon premier choix. Après ça, peut-être dans certains cas, une femme ménopausée où on sait que la perte de masse musculaire est plus importante à ce moment-là. Est-ce que peut-être en combinaison avec un entraînement musculaire approprié pour maintenir la masse musculaire, ça pourrait être pertinent? Oui, là, entre elles, ça peut être intéressant. Il y a même des études qui montrent qu'au niveau juste du cerveau, le cerveau est aussi un organe qui utilise la créatine dans son métabolisme énergétique. Dans des cas de commotion cérébrale, il y a entre autres des études qui démontrent que ça pourrait aider dans la récupération. Donc, il y a d'autres options aussi pour l'utilisation de la créatine qui peuvent être parfois bénéfiques au cas par cas. Est-ce que de le recommander à tout le monde d'emblée? Non, je penserais pas. C'est intéressant. J'aime l'image de la pyramide. Je me rappelle, t'en as déjà parlé, mais que c'est ça. Avant d'essayer de se dire, je vais-tu me mettre sur la créatine, peut-être commencer à voir si au quotidien, tu as une bonne habitude alimentaire. Est-ce que je récupère bien de mes entraînements ou si après ma longue sortie, je suis léthargique le reste de la journée parce que finalement, j'ai pas assez mangé pendant, j'ai pas bien récupéré. La créatine ne réglera pas ça. Mieux vaut travailler ça avant, là. OK, intéressant. Donc, deuxième mythe, la créatine améliore la performance. On comprend que ça... pas directement. OK, intéressant. Troisième mythe, en entraînement intensif, les suppléments sont indispensables pour éviter les carences. Je reviens avec ma fameuse pyramide. L'image est encore bonne pour ce mythe-là. Est-ce que c'est indispensable? Non. Donc, la réponse rapide, là, ce serait pas indispensable. Il y a quand même certains suppléments qui peuvent être d'intérêt. Le premier, pour moi, on se parle, là, on est au mois de février, c'est la vitamine D qui est quand même largement déficitaire dans les populations nordiques. Donc, la vitamine D, oui, elle a un rôle au niveau de tout ce qui est santé osseuse, mais on voit aussi que chez les athlètes, il y a quand même des bénéfices au niveau de la santé immunitaire aussi. Donc, les petits rhumes, les grippes, toutes les infections respiratoires, ça mine un peu un programme d'entraînement. Donc, d'essayer de supporter notre système immunitaire, c'est quelque chose qui peut être positif. On va voir aussi qu'il y a quand même des
des aspects au niveau de la récupération musculaire qui sont liés aussi avec la prise de vitamine D. Ah oui? Et ça, c'est juste si j'ai un taux qui est insuffisant, le fait de supplémenter pour me ramener à un taux normal de vitamine D va améliorer ma récupération. Mais quand tu as la bonne quantité de le booster, si j'ai un bon pas dosage de vitamine D, prendre un supplément ou un excès de vitamine D va pas avoir un effet plus grand. Donc, moi, tous les matins, depuis que mon gars est né, il faut prendre la petite goutte de vitamine D. J'en prends une aussi et je comprends que si je buvais la fiole tous les matins, je serais pas un super-héros. Non, exactement. Excusez, c'était vraiment exagéré la femme, mais c'est intéressant quand même parce que des fois, on a l'impression de je vais en prendre plus que pas assez, je vais doubler les bénéfices, mais au niveau des pas de même ça marche. C'est souvent ça. S'il y a une carence, oui, de supplémenter pour rectifier la carence, ça va aider, ça va améliorer la performance, mais si mes réserves sont adéquates, supplémenter ne sera pas bénéfique. C'est un petit peu la même chose dans le cas du fer. Un athlète qui a des carences en fer, assurément qu'il va avoir une différence au niveau de ses performances avec un supplément de fer qui va l'aider au niveau de toutes ses capacités de récupération, capacité de transport de l'oxygène à l'effort, endurance. Mais quelqu'un qui a des taux de fer normaux, prendre un supplément, c'est juste négatif parce que c'est pro-oxydant aussi, donc c'est pas quelque chose qui est recommandé. Parce que quand on arrive à la pharmacie devant le mur, il y en a pour tous les goûts et toutes les saveurs et toutes les lettres de l'alphabet, mais j'ai l'impression que c'est méconnu ce que tu viens de dire, qui est le gros bon sens de dire en cas de carence, il y a quelque chose qui existe, c'est l'avantage qu'on a versus nos ancêtres, mais au-delà de ça, de bonifier pour bonifier, ça a pas... je parlais récemment avec une pharmacienne, puis elle disait, tu sais, c'est gros vendeur, là, je veux dire, c'est un rayon qui marche bien, c'est une industrie. On le brand beaucoup dans le côté, le côté santé, très sain, santé. Mais normalement, si dans la vie, on n'a pas de carence par une situation, je veux dire, une condition médicale ou une carence quelconque. Je sais que moi, j'ai été végétarien pendant plusieurs années, puis je donne quand même du sang de manière régulière. On m'avait dit peut-être qu'il y a des suppléments de vitamines, pas de vitamines, mais de fer, parce que là, t'as un petit manque. Puis quand j'ai recommencé à réintégrer la viande, j'ai plus jamais été refusé chez Emma Québec parce que mon taux de fer était en deçà de ce qu'on peut avoir pour donner. Oui, donc on peut bonifier. Végétariens qui n'ont pas de problématique, puis il y a des athlètes qui mangent de la viande, puis qui ont des problèmes de fer. Donc c'est vraiment à personnaliser aussi. Peut-être dans les nutriments qui sont des fois un peu moins, un peu plus carencés dans la population générale, on va voir le magnésium qui est quand même, je dirais qu'il y a à peu près le tiers de la population qui a des apports insuffisants. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont carencés? Pas nécessairement, mais quand on regarde leurs apports alimentaires, on voit que ça rencontre pas les objectifs de Santé Canada, par exemple. Donc, ça peut être un nutriment à juste valider, OK, est-ce que mes apports alimentaires sont suffisants? On en retrouve dans les produits céréaliers à grains entiers, dans les légumineuses, dans certains légumes verts, dans les donc, je pense que les végétariens ont moins de problèmes de magnésium, peut-être, quand on parle de légumineuses. Le cacao aussi est une excellente ben voilà, mesdames, messieurs. Pour les c'est pas le rayon des pilules de magnésium qu'il faut, c'est le rayon des palettes de chocolat. C'est ça que tu dis? C'est presque ça. Le gars, il comprend ce qu'il va entendre. Il veut entendre ce qu'il a envie, là. J'ai même pas la dent sucrée. Mais je trouve ça intéressant parce que je pense que c'est ce que je vais dire là, c'est bon pour n'importe quel sujet qu'on va parler, mais le côté influençable de dire, j'ai entendu dire que tel athlète, là, il prend beaucoup de magnésium. Tu sais, j'exagère n'importe quoi, mais peut-être que cette personne en a besoin, peut-être qu'il n'y a pas, mais c'est pas parce que telle autre personne le fait que tu devrais le faire. Au même titre que si David Roche prend 150 grammes de glucides à l'heure pendant ses courses, c'est pas la norme de base, tu sais. Au même titre que choisissez pas votre paire d'espadrilles en fonction de votre athlète préféré, qu'est-ce qu'il porte dans ses pieds. Allez-y avec ce que vous avez besoin, vous. J'ai l'impression que ça s'applique à tout. Puis dans un monde où le gros du marketing puis les gros sous de marketing investis par les marques sont via de l'influence, via des influenceurs. Ça donne envie de faire comme eux. C'est ça, puis tout est, tu sais, réfléchissez-y. C'est dur à dire. Oui. On va y réfléchir. Réfléchissez-y. C'est un exercice de diction. Tu sais, avant, on se disait souvent quand on était plus jeune, puis il y avait des pubs à la télé tout le temps, de pas se fier à ce qu'on voit tout le temps. C'est des marques qui veulent nous vendre. Ouais. C'est encore vrai. Je pense qu'on écoute juste moins la télé. C'est mieux maintenant parce qu'on s'identifie aux gens qu'on regarde sur les réseaux sociaux. C'est pas pour rien qu'ils investissent des millions de dollars, des milliards de dollars en publicité via ce type-là, parce que ça marche mieux. Tu t'attaches à une personne. Est-ce que tu t'attaches à l'annonce? Mais à part les annonces du lait dans le temps des fêtes, je pense que les gens s'attachent pas tant aux pubs. Alors que là, tu suis quelqu'un, puis encore là, c'est une industrie, puis c'est correct que les athlètes réussissent à vivre de leur sport en faisant cette influence-là, mais
Prenons tout avec des juste pincettes. de faire un peu la nuance, puis de voir, OK, ben, dans mon cas, peut-être juste d'avoir une évaluation nutritionnelle aussi, de voir, OK, ben, est-ce que mes apports sont réellement adéquats? C'est ma prochaine question, c'est que dans le cas que quelqu'un sentirait qu'il y a peut-être sans le sentir, mais des fois, on se dit, ça fait longtemps que j'ai fait un bilan sanguin, ça fait longtemps que j'ai analysé si mes habitudes que je fais tous les jours de la même façon sont les bonnes. Qu'est-ce que tu recommanderais à un athlète qui écoute en ce moment et qui se dit peut-être que je devrais vérifier? Ben, il y a des nutriments qu'on peut doser dans le sang, la vitamine D, le fer, notamment avec une prise de sang, on peut vraiment bien objectiver. Il y a d'autres nutriments. Oui, on va avoir une valeur sanguine, mais cette valeur-là est pas nécessairement représentative de est-ce qu'on est en carence ou pas. Donc, les taux de magnésium, les taux de calcium en circulation dans le sang sont pas nécessairement représentatifs. Donc, le corps va maintenir la calcémie de façon très, très précise, mais ça veut pas dire que mon taux de calcium pour soutenir ma santé osseuse est adéquat. Mon magnésium, ça va être la même chose. Est-ce que j'ai assez de magnésium au niveau musculaire? Ça peut pas être dosé dans le sang. Donc, il y a certains nutriments où ça va être plus, OK, avec peut-être un journal d'apport alimentaire, on va pouvoir voir sur plusieurs jours, est-ce qu'il y a des tendances, est-ce qu'il y a des apports qui pourraient potentiellement être inadéquats. Je me rappelle la première fois qu'on a travaillé ensemble, que j'ai suivi tes conseils, pas dans le cadre d'un podcast, pour moi personnellement, la première semaine ou 2 semaines, je me rappelle pas la durée de temps, qu'on prend un journal de tout. On n'a pas tendance à faire ça dans la vie, de mesurer chaque élément. Nécessairement mesurer, mais pour une période, c'est intéressant pour aller justement chercher puis de voir une évaluation plus précise. Exact. Ben, super intéressant. Prochain, on l'a déjà pas mal abordé, mais je pense quand même que ça vaut la peine à l'époque de la révolution des glucides. Le mythe est le suivant. Plus on consomme de glucides par heure, meilleure sera la performance, jusqu'à 120 grammes à l'heure et plus. Donc, on le voit dans les dernières années, des athlètes d'ultra-trail, sur Ironman aussi, sur le Tour de France. Donc, les marathoniens. Dans des épreuves de longue distance où les athlètes essaient de plus en plus de repousser les apports en glucides. Et puis, tu vois, là, j'avais sorti des petites données par rapport à ça. Il y a une étude qui a été faite entre elles, justement, qui a comparé des apports de 60, 90 et 120 grammes de glucides à l'heure pour voir au niveau aussi de tout ce qui est plus dommages musculaires. Qu'est-ce qu'il y en est? Et il y avait quand même des effets bénéfiques d'un apport plus élevé, autour du 120 grammes à l'heure, sur la réduction des dommages musculaires, sur la réduction de la perception d'effort. Ah ouais. Au niveau de la performance, c'est un petit peu plus mitigé. Il n'y a pas nécessairement tant que ça d'études qui nous montrent qu'il y a une performance nécessairement plus élevée que du 90 grammes de glucides à l'heure. Donc, oui, il y a clairement des études qui nous montrent que de passer de 30 à 60, puis de passer de 60 à 90, il y a des gains sur la performance. Au-delà de ça, il manque peut-être un petit peu de littérature pour arriver à cette conclusion-là, mais on voit quand même dans la pratique que c'est des choses que les athlètes font et ça leur sert relativement bien au niveau de la performance. Encore faut-il être capable de tolérer ces apports-là. Donc, oui, il va y avoir un gain sur la performance jusqu'à temps que j'ai des troubles digestifs et que là, ma performance soit complètement altérée. Donc, ça prend un entraînement aussi pour ça. Et c'est de voir, l'athlète, est-ce que c'est un athlète de peut-être très haut niveau qui a une intensité d'effort très, très élevée, donc il carbure beaucoup, il a un besoin énergétique à la minute qui est très élevé, ou c'est peut-être un athlète un peu plus récréatif qui a une intensité d'effort qui est différente, et donc là, les besoins sont peut-être pas les mêmes non plus. Donc, est-ce que tous les athlètes devraient prendre 120 grammes de glucides à l'heure? Non. Est-ce qu'il y a certains athlètes qui en bénéficient? Oui. Est-ce que c'est plus facile de faire 120 grammes de glucides à l'heure sur un vélo qu'à la course? Assurément aussi. Donc, il y a cette notion-là aussi où on le voit peut-être plus difficilement en trail parce qu'il y a l'enjeu de traîner ces glucides-là, premièrement, puis les et après digérer, les digérer à l'effort. parce qu'il y a beaucoup plus d'impact sur le système digestif. Mais j'en vois des athlètes qui sont capables de faire parce qu'ils ont fait un entraînement c'est comme n'importe quoi, puis qui leur a permis d'augmenter leurs apports et ils le sentent que ça va bien au niveau de l'effort, j'ai une glycémie qui est stable, j'ai un meilleur niveau d'énergie. Fait que passer 90, c'est plus ou moins prouvé qu'au-delà du 90 grammes par heure, la performance va augmenter, mais on va quand même comprendre que l'athlète à 120 grammes de glucides à l'heure va avoir une perception de l'effort qui va être... Il va le sentir sur son corps
Donc, il y a quand même un gain de performance indirecte parce que... moins de dommages musculaires. Ben, c'est ça, sans moins raquer. 15-20 heures, il y en a beaucoup des dommages musculaires. Fait que si on peut aider à minimiser une partie de ces dommages-là, c'est sûr qu'inévitablement, ça affecte la performance. Fait que le mythe est pas faux que plus on augmente, on réussit à s'approcher d'un 120, il y a des gains, mais après ça, mettons qu'on prend la question à l'envers, c'est pas à la portée de tout le monde de faire 120 grammes. 120, non. Ça serait quoi un minimum acceptable? Je sais qu'il n'y a pas de recette unique pour tout le monde, mais de manière générale, la personne qui écoute, qui veut faire son premier 30 km cet été au QMT, ben, on s'entend 120, c'est pas ta priorité. Là. Non. Premièrement, c'est de débuter avec où on est capable, donc de zéro dans l'entraînement, de tester. Puis si je me rends compte que moi présentement je fais 20 grammes de glucides à l'heure, je vais gagner à me rendre à 40. Je vais avoir déjà un gain sur ma performance. Puis pour moi, ça se peut que ce soit mon maximum cette année. Puis l'année prochaine, peut-être que je serai capable de me rendre à 60. Donc d'augmenter de cette manière-là. Globalement, je pense que en bas de 40 à 50 grammes de glucides à l'heure, c'est quand même pas suffisant pour des épreuves de plus longue distance. Et ça reste généralement quand même le minimum. Bien qu'on voit dans certains cas, dans les études, des gens qui prennent aussi peu que 20 grammes à l'heure. Généralement, c'est pas ceux qui finissent dans les premiers non plus. Là, on voit qu'il y a quand même une relation entre la performance puis les apports. Mais tout le monde devrait quand même s'y pencher un peu pour se dire ce que je fais en ce moment, c'est-tu bare minimum ou je suis capable d'aller chercher un petit peu plus, puis c'est peut-être juste pour tes bonnes sensations à toi dans ton corps que ça va aider. C'est ça, tu sais, de passer de 30 grammes à 45 grammes, il va déjà avoir un bénéfice. Et le système digestif, c'est un organe qui s'entraîne. Ben, c'est ça. Au même titre que quelqu'un qui fait juste, je veux pas dire juste, mais qui court des 10 km puis qui se dit hey, je veux faire un marathon. Il y a une progression à faire. Je vais pas passer de 10 km à 42 d'un coup. Je vais peut-être faire, une longue sortie, un 20, puis un 25, puis un 30, tranquillement. Mais c'est la même chose avec l'apport en glucides. Je vais pas passer de 20 grammes à l'heure à 90 d'un coup, parce que ça marchera pas. Ben non, c'est ça. Donc, on veut y aller progressivement aussi. Puis quand on arrive à aller chercher un 90, un 100, on entend l'opposé de dire, OK, là, t'es rendu à 120, c'est bon pour ta performance, mais est-ce que c'est réellement bon pour le corps de faire un ultra de 20 heures à 120 grammes par heure? Je veux dire, c'est beaucoup de sucre, c'est beaucoup de glucides. Il y a des gens qui vont faire plusieurs événements par année. Il y a des gens qui vont à l'entraînement aller chercher ces quantités-là. Est-ce que trop en faire pour la performance peut nuire à autre chose côté quantité de glucides, quantité de sucre? C'est sûr que le sucre est très démonisé dans le discours public et oui, le sucre chez quelqu'un de sédentaire va avoir des effets néfastes sur la santé. Ça, on le sait. Pendant un effort physique, ce sucre-là, il est pas métabolisé de la même manière. Il va être brûlé directement, il va être utilisé par nos muscles. Donc, c'est vrai que si je vais faire un petit footing de 10 km, j'ai peut-être pas besoin d'un apport très, très élevé en glucides. Donc, il faut quand même que je réajuste les apports en fonction de ce que je fais comme entraînement. Mais si j'ai un entraînement intensif, de longue durée, que je prends des glucides pendant, je vais juste te donner un exemple assez grossier. Quelqu'un qui va courir pendant 1 heure, on va peut-être dépenser 5, 6, 700 calories, dépendamment de sa vitesse, dépendamment de son poids. 40 grammes de glucides à l'heure, c'est 160 calories. Donc, ça se gère. En place même pas tout ce que j'ai dépensé. Donc, le corps va les utiliser à ce moment-là. Donc, moi, je vois pas nécessairement d'effet négatif à ça. L'idée, c'est plutôt de se dire, les glucides, je vais les prendre au moment où mon corps en a besoin. Donc, moi, j'aime mieux que tu prennes du sucre pendant ton entraînement que tu prennes ton Gatorade au cinéma avec ton popcorn. Oui, c'est ça. La journée de break, on n'est pas obligé de viser 120 grammes de glucides à l'heure, c'est ce que je comprends. Exactement. Merde, aujourd'hui, c'était ma journée off, puis j'ai chugué ça. Non? Tu sais, une fois de temps en temps, les petits écarts, on veut pas sentir mal non plus. Non, je blague. OK, mais c'est intéressant. Donc, le mythe était, juste pour le renommer, plus on consomme de glucides par heure, meilleure sera la performance. Il y a une amélioration avec une augmentation des apports en glucides de façon générale, oui. Intéressant. C'est peut-être celui qui a le moins de zones grises entre le mythe et la réalité. Mais quand même, il y a toujours, mais encore là, c'est ça que je trouve drôle, c'est que ça, c'est toutes des phrases courtes qu'on a sorties. Puis, ça prend 5 à 10 minutes l'expliquer puis le nuancer, puis c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui fait que moi, j'avais le goût qu'on jase de ces sujets-là, c'est que tu peux pas encapsuler en une phrase quelque chose qui s'explique
en 5 minutes, en 10 minutes, avec des exemples, avec une nuance. Fait que Tout à fait. le prochain, tout aussi court que les autres, perdre du poids améliore automatiquement la performance en course, en trail, peu importe. Donc, c'est une idée qui est quand même très présente dans notre sport, ou en fait, dans tous les sports. Moins de poids à supporter. A un effet sur, en fait, que je dois traîner mon poids. Donc, le ratio poids-puissance dans les montées, c'est quand même quelque chose qui est déterminant. Faut garder en tête aussi qu'un corps qui est sous-nourri aura pas beaucoup de puissance. Et donc, dans ce fameux ratio-là, poids-puissance, si j'affecte ma puissance, ma performance sera pas nécessairement meilleure. Donc, oui, en quelque part, le fait d'optimiser son poids peut avoir un effet positif sur la performance. On peut pas le nier. Ça fait partie du sport. Est-ce que à tout coup, perdre du poids va améliorer ma performance? Ben, la réponse est non. Donc, je veux m'assurer de combler mes besoins en lien avec mon entraînement, en lien avec mes activités quotidiennes. Puis ça, je pense qu'on l'avait quand même bien couvert dans notre dernier podcast sur le REDS. Donc, on avait parlé sur entraînement, mais aussi déficit énergétique. Et un athlète qui est systématiquement en déficit énergétique, ben, on va voir que ça a beaucoup plus d'effets négatifs et sur sa santé, mais aussi sur sa performance, et que je peux avoir un poids très bas, mais sous-performé, à être vraiment dans une situation qui est pas favorable. Et on a vu aussi, en fait, j'ai vu notamment en consultation des athlètes qui ont repris du poids et qui ont mieux performé ou qui ont performé au même niveau, mais dans un état physique vraiment plus favorable parce qu'ils nourrissaient bien leur corps. Donc, le poids à tout prix, non. Mais puis des fois, au-delà, est-ce que je te coupe parce que tu dis le poids à tout prix, mais je pense que il y a aussi, puis on l'a entendu, Catherine qui était sur ce panel-là nous l'avait bien expliqué, celle dans le panel était aussi l'athlète qui avait vécu. Exact. Puis au-delà du poids sur la balance, c'est aussi comment qu'on se voit, comment on se sent dans le miroir, ou tu sais, on entend beaucoup parler de la shape de coureur, puis récemment, c'est Anne Champagne sur les médias sociaux qui l'a mentionné, de dire si tu cours, t'as une shape de coureur, dans le sens où il y a pas, puis je pense qu'elle a raconté une anecdote qu'elle avait vue ou vécue, mais puis j'y avais partagé, on s'était écrit, puis j'avais dit, moi, je m'étais déjà fait dire par un kinésiologue, quand je commençais à courir un peu plus intensément, tu sais, ça sert à rien de viser des 100 000 de la longue distance, t'as pas un corps pour l'endurance. J'étais comme, c'est drôle. J'ai aussi envoyé à cette personne-là une photo de ma première boucle de ceinture du Bromont, mais ça, c'est une autre histoire. mais on entend encore ça, puis je pense qu'il faut à tout moment débattre ça, parce qu'il y a pas une shape de course, puis je veux pas dire des bêtises, mais quand on regarde même les athlètes pros, il y a un peu de tout, alors que dans certains autres sports, des fois, c'est un peu plus normé, puis c'est vrai on parle de performance, puis des gens aux Olympiques ou des gens les meilleurs au monde, mais en trail, même les athlètes les plus performants au monde, il y a vraiment plusieurs sortes de shapes. Puis si c'est vrai pour ceux qui gagnent les courses, c'est encore plus vrai pour n'importe qui. Tu sais, t'es un coureur, puis t'as une shape de coureur, si tu mets des espadrilles, puis tu cours. Point. Exactement. Puis chaque personne a un poids qui va lui être propre, puis des fois de viser l'apparence de quelqu'un d'autre, de l'athlète que je trouve donc bon, donc fort, mais peut-être que ça me convient pas, peut-être que moi dans ce poids-là, je vais juste avoir l'air malade, puis pas en santé, puis que mon corps va pas être performant. C'est plus de voir qu'est-ce que mon corps a à m'offrir. Ben moi je suis peut-être plus musclé, je suis plus puissant, il y a peut-être des parcours de course qui m'avantagent plus que d'autres. Peut-être qu'il y a des choses dans lesquelles je prends plus de plaisir aussi, puis ça reste ça aussi pour l'aspect le plus important, hein, c'est de trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Puis pour moi, la restriction alimentaire à tout prix, là non plus, il n'y a plus de plaisir. Puis on veut que l'alimentation, ça reste un outil qui nous aide plus que qui nous nuit. Là. Mais c'est ce qu'on dit depuis tantôt, c'est ce qu'on dit à chaque épisode qu'on a fait ensemble, c'est que la nutrition est la clé à l'entraînement, à l'effort, mais à la récupération, pour être bien, pour être capable de s'entraîner, pour faire des gains, pour après ça, dans le sentier, sur la piste, ou peu importe, ça se reflète, qu'on soit fier de nous. Mais si en parallèle, tu fais une carence de calories ou tu fais un débalancement calorique pour essayer de perdre un poids, tu travailles à contre-courant de ce que tu essaies de faire. Tu peux pas bâtir ton moteur, bâtir ton entraînement vers un projet de course, vers un défi en parallèle, te mettant en déficit calorique pour essayer d'avoir une meilleure shape selon ce que toi tu vois dans le miroir ou selon ce que tu vois sur ta balance. Puis après ça, le but est pas non plus de faire sentir coupable les gens qui veulent perdre du poids. Ça peut être bien correct aussi. L'idée, c'est plus de dire,
je veux pas être en perte de poids à l'année. Ben, donc, les gens qui sont toujours dans un processus de perte de poids, c'est là où c'est dangereux d'avoir un déficit qui s'installe de façon chronique et où finalement, mon poids bouge plus de toute façon, mais c'est tous mes autres systèmes qui sont affectés, qui ont plus suffisamment d'énergie pour bien fonctionner. Mais oui, d'avoir une perte de poids qui peut être bien planifiée, qui va être fait au bon moment aussi. Donc, pas dans ma grosse phase de préparation 1 mois avant mon événement où là, mon volume est super élevé puis où ma priorité devrait être plutôt de m'alimenter pour soutenir cet entraînement-là. Mais peut-être à un autre moment de l'année où, je fais un peu plus de peut-être volume à basse intensité. Donc, dépendamment de mon calendrier, dépendamment de mes objectifs aussi, de planifier une période de perte de poids, puis après ça, de dire, je maintiens ce poids-là, et de comprendre que le poids, dans une année, ça peut varier aussi. Mon poids, à la fin de mon off-season, ne sera pas le même que le poids que je vais avoir race fit la veille de ma course la plus importante de la saison. Et c'est normal aussi. Donc, ça, c'est important de le garder en tête. Les athlètes qui veulent rester, on va dire, race fit à l'année, c'est se mettre une pression peut-être qui est... Non, exact. Puis on s'entend... C'est pour le corps de reprendre un petit peu de poids là, après une saison de compétition. C'est clair. Puis tu sais, si après ça, au quotidien, tu as des bonnes habitudes alimentaires, c'est normal que dans tes périodes, peut-être comme tu dis, de race fit, les moments où tu es plus dans l'intensité de l'entraînement, que tu vas être plus régulier à faire de la haute intensité, leur volume va augmenter. C'est sûr qu'il va y avoir peut-être une perte qui va arriver, mais... Comme tu dis, il faut pas que tu te dises, ça, c'est mon nouveau minimum, puis je peux pas aller sous ce seuil-là, ou en fait, dans ce cas-ci, au-dessus, parce que c'est se mettre une pression encore là, puis comme tu dis, de choisir de perdre du poids, des fois, c'est juste de questionner c'est quoi l'objectif derrière. Si c'est parce que, justement, dans les dernières années, tu t'as senti que, t'as pris des mauvaises habitudes, puis il faut que je reprenne quelque chose, il faut que je me reprenne en main. Il y a ça. Il y a après ça de dire... Est-ce que c'est juste une question de chiffres? Parce que, il y a 10 ans, c'était ça, sa balance. Ouais, mais il y a 10 ans, t'avais pas eu d'enfant. Il y a 10 ans, t'avais un emploi qui était plus mobile. Là, t'es rendu qu'un emploi sédentaire. C'est normal, tu sais. Il y a des choses qui changent. Qui doivent être pris en compte aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, voilà, c'était super intéressant. 5 mythes de fait, 5 à faire. On va se prendre une pause pour un message d'un partenaire, puis on poursuit de l'autre côté. Excellent. Aujourd'hui, je te parle de l'Ultra Trail Fjord du Saguenay, l'événement trail qui te plonge au cœur des paysages les plus spectaculaires du Bas-Saguenay. Imagine-toi partir au cœur de Rivière-Éternité, fouler la majestueuse baie Éternité, traverser l'Anse-Saint-Jean, un des plus beaux villages du Québec, t'arrêter au quai de Petit-Saguenay pour un ravito unique au monde, puis grimper jusqu'au sommet de la Montagne Blanche face à un panorama grandiose qui va te faire dresser les poils sur le bras. Ils ont déjà plus de 900 inscriptions, ce qui veut dire qu'il reste à peine une centaine de dossards au total, notamment sur les distances de 135, 110 et 90 km. L'expérience UTFS, c'est unique au Québec. Authenticité, vibe locale assumée, puis un décor naturel absolument grandiose. Ça se passe du 7 au 9 août prochain et les infos et les inscriptions se trouvent au ultratrailfjord.com. Campus Coach est le nouveau partenaire de Pas Sorti du Bois et je te parle de l'offre Campus Training, l'essentiel pour performer. Si tu as déjà essayé de bâtir ton propre plan d'entraînement, tu sais à quel point ça peut être laborieux. Combien d'heures par semaine, combien de séances d'intervalle, quand ralentir, quand mettre la gomme. Avec Campus Training, tu as accès à la méthodologie des meilleurs coachs, mais avec la liberté d'une app. C'est 100% personnalisé et flexible. Ton plan s'adapte en temps réel à ta forme, à ta progression, puis même à tes imprévus de la vie. Le sommeil difficile, la semaine chargée au travail, l'app s'ajuste. Un autre argument, Campus Coach est validé par plus de 500 000 coureurs dont les données statistiques prouvent que leur méthode d'entraînement permet de diviser par 3,7 le risque de blessure comparativement aux autres méthodes. Si tu veux progresser, que ton objectif soit un premier 5 km ou un ultra trail de genre 300 km, va découvrir l'offre Training de Campus Coach. Et avec le code promo Pas Sorti du Bois, tu obtiens un mois gratuit pour essayer. PASSORTIDUBOIS. Inscris-toi sur leur site web campus.coach puis télécharge ensuite l'application. On est de retour avec Isabelle Morin. Mythe numéro 6. Les capsules de sel sont essentielles pour prévenir les crampes et l'hyponatrémie. Donc, en fait, les capsules de sodium, d'électrolytes de façon plus générale, ne vont pas avoir ni d'impact sur les crampes, ni sur le risque d'hyponatrémie quand on regarde dans la littérature. Donc, on peut déjà défaire le mythe à ce niveau-là. Au niveau des crampes, si on isole un peu les deux... Parce qu'on l'entend ça beaucoup depuis longtemps. Donc, au niveau des crampes...
ça fait partie des théories. Est-ce qu'un déficit en électrolytes pourrait mener aux crampes? Et au niveau de la littérature, il n'y a rien qui supporte ça. On va voir qu'il y a des athlètes qui consomment une grande quantité d'électrolytes vont, dans certains cas, quand même développer des crampes musculaires à l'effort. La théorie qui est la plus souvent retenue est plus celle de la fatigue neuromusculaire qui va, à ce moment-là, être multifactorielle. Est-ce que mon apport énergétique est suffisant? Donc, mon apport en glucides qui peut être déficitaire peut être une cause de crampes. On va voir aussi que les athlètes qui ont déjà un historique de crampes sont plus à risque. La fatigue. Donc, est-ce que j'ai bien récupéré de mon gros bloc d'entraînement avant ma course? Est-ce que j'ai bien dormi la veille de ma course? C'est des facteurs qui peuvent jouer. Il va y avoir aussi tout ce qui est en lien avec les stimulants. La caféine, qui est quand même un supplément qui est largement utilisé. Ben oui. Donc, stimulant qui va stimuler aussi le système nerveux qui peut exacerber chez certaines personnes le risque de crampes. Okay. On va voir que l'environnement, la température, qui peut ultimement avoir peut-être un lien avec l'hydratation. Il y a certaines théories qui avec la chaleur, que ça, on peut l'entend, venir ça. jouer, surtout dans des environnements chauds. Ouais. C'est comme un sous-mythe à l'autre mythe. La chaleur égale plus de crampes. Là. Ouais, je dirais pas que la chaleur égale nécessairement plus de crampes, mais quand on regarde le gros schéma qui peut amener le développement de crampes, ça fait partie là, des éléments qui rentrent dans les causes potentielles. Okay. Tout à fait. Mais donc, de prendre un supplément d'électrolytes pour prévenir les crampes, il n'y a pas nécessairement d'évidence qui supporte ça. Au niveau de l'hyponatrémie, donc juste pour expliquer aux gens, l'hyponatrémie, c'est une diminution de ma concentration sanguine en sodium, donc la natrémie qui est normalement très bien régulée par le corps. Une diminution de la concentration en sodium va amener à des complications qui peuvent être quand même très sévères et c'est principalement une surconsommation de liquide qui va mener à l'hyponatrémie là, sur des épreuves d'endurance. Donc, évidemment, il peut y avoir des cas d'hyponatrémie médicale là, qui n'ont aucun lien avec le sport, mais quand on parle d'hyponatrémie dans un contexte sportif, la plupart du temps, c'est une surconsommation de liquide. Et on va voir des gens qui développent aussi de l'hyponatrémie malgré la consommation de suppléments de sodium. Entre autres parce que aussi, ça donne soif, le sel. Donc, des apports élevés en sodium augmentent la soif. Je vais avoir des athlètes qui boivent trop à ce moment-là et qui peuvent quand même développer de l'hyponatrémie. Donc, le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens pour éviter de développer de l'hyponatrémie, c'est d'adapter leur rapport hydrique en fonction de leurs besoins. Donc, la sensation de soif peut quand même être un bon marqueur pour ça. Après ça, les pertes hydriques vont dépendre évidemment de l'environnement, de toutes sortes de conditions aussi personnelles, mais la prise de compléments de sodium va pas nécessairement prévenir et n'aura pas d'impact sur la performance non plus. Donc, les études démontrent pas que le fait de prendre du sodium améliore la performance. Donc, là aussi, il y a quand même le côté marketing qui est très fort. On l'entend beaucoup, les capsules de sel, puis au final, la science démontre qu'il n'y a rien. Pas grand-chose qui supporte ça. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est de quoi que entre elles, on entend énormément. Puis bon, on va quand même en consommer des électrolytes parce qu'il y en a dans les boissons, il y en a dans les aliments qu'on mange, il y en a dans les produits qu'on va consommer sur le parcours de course. Bon, si quelqu'un veut un peu une ligne directrice, on va voir quand même que un 300 à 600 mg par heure, c'est souvent dans ce qui est des recommandations acceptables. Quand on commence à avoir des efforts qui sont très, très longs, où là, il y a des pertes en sodium qui vont être importantes par la sueur, chez les gens qui remplacent presque la totalité de leurs apports, de leurs pertes hydriques, ça peut devenir, dans certains cas, pertinent de remplacer les pertes en sodium, mais on parle de remplacer plus de 80% des pertes. Donc, ça fait beaucoup de liquide à boire. Donc, c'est là où je reviens à l'idée de dire, si on adapte plutôt ses apports en fonction de sa soif, en fonction de ses besoins, et non dans la priorité de dire, il faut que je remplace 100% des pertes, il y a très peu de risques d'hyponatrémie. Fait que dans un ravito, tu vois que tes manches commencent à avoir un petit peu de blanc, ça veut pas dire bourre-toi de sel. Quelqu'un qui a, justement, des pertes peut-être très importantes en sodium sur 15 heures de course et qui boit beaucoup, là, j'aurais tendance à, ajouter un apport en électrolytes, mais pas tout le monde tout le temps. Non, exact. Intéressant. 7e mythe, on a besoin de moins boire quand on s'entraîne au froid. On le vit très intensément, en plein vortex cet hiver, il est froid. Oui. Puis on l'entend beaucoup ça, puis même au-delà de l'entendre, c'est une sensation. On le ressent. On préparait cet épisode-là, puis je courais ma longue dimanche à genre moins 30 ressentis, puis j'ai clairement moins bu. Ouais.
Puis c'est surtout parce que j'avais pas la sensation de la soif et parce que ma gourde était gelée, même si c'est la gourde qui est supposée pas gelée, à moins 30, c'est assez limite. Ouais. Donc, les pertes hydriques, elles vont quand même être là quand il fait froid. Ben oui. La perception de soif peut être un peu altérée, mais l'air est généralement plus sec quand il fait froid. Donc, quand on respire, on doit humidifier notre air. On va avoir des pertes plus grandes par la respiration. Donc, c'est sûr que quand on court 30 km, on respire aussi plus intensément. Donc, les pertes sont plus grandes de cette façon-là. Il va y avoir des pertes aussi par la transpiration, dépendamment des vêtements qu'on porte. Ben oui. Donc, c'est quand même très, très relié. Si je me suis peut-être un petit peu trop habillée, parce que même à moins 30, si j'ai peur qu'il fasse froid, j'ai tendance à mettre peut-être 1 ou 2 chandails de plus. Ça peut arriver là que je revienne puis mes vêtements sont mouillés ou gelés un peu de l'intérieur que j'ai transpiré. Ben, il y a des pertes là à ce niveau-là qui doivent être considérées. Et par rapport à ça, j'ai trouvé aussi une autre étude que je trouvais intéressante. Donc, je t'en parle un petit peu par rapport à ça. C'était une étude qui s'est intéressée à une course de 24 heures en montagne, donc en trail sur un parcours fermé. Et ils ont documenté finalement l'hydratation des coureurs dans le contexte où la température moyenne tournait autour du moins 14. Donc, OK, c'est 24 heures. 24 heures, il y avait des fluctuations là, entre le jour à peut-être moins 8 puis la nuit à moins 20. Donc, quand même un environnement assez froid. Et donc, ils ont vu qu'en moyenne, les coureurs buvaient à peu près 420 millilitres à l'heure avec des variations de 200 millilitres à 1 litre à l'heure parmi les 20 coureurs qui faisaient partie de l'étude. Et à la fin du 24 heures, tous les coureurs avaient une hydratation, donc une natrémie qui était normale avec une perte de poids moyenne de 0,9%. Donc, on sait que jusqu'à 2-3% de perte de poids, surtout dans un environnement froid, il n'y a pas d'effet négatif sur la performance. Donc, on voit que ces coureurs-là avaient une hydratation qui était tout à fait adéquate, mais tu vois la grande variation aussi dans le même environnement d'apport hydrique en fonction des profils des gens, en fonction de peut-être leur corpulence, leur taux de transpiration, de leurs besoins personnels. Donc, est-ce qu'il y a une recommandation unique à donner? Non. Pas de chiffre magique, là. Il n'y a pas de chiffre magique, mais tu vois, là, le 420 millilitres à l'heure qui était consommé dans ce contexte-là en moyenne, ça rejoint quand même les recommandations générales où on est entre un 300 et 600 millilitres à l'heure là, de recommandations sur les apports hydriques sur de l'ultra, donc sur des distances plus longues. Fait qu'après ça, c'est un petit peu aux gens de faire leur calcul. La fluctuation de poids peut nous aider aussi. Donc, on peut se peser juste avant de partir, idéalement sans nos vêtements, parce qu'ils vont nécessairement absorber une partie. Ouais, c'est ça, ils vont être plus pesants après. Là. Et se peser au retour, puis voir si on a une fluctuation de poids qui est importante, puis ça peut nous renseigner, bon, est-ce que peut-être pas assez bu. Comme je disais, 2 à 3% de perte de poids, c'est encore tout à fait acceptable. Le but est pas nécessairement de maintenir un poids stable. Nécessairement, je vais utiliser aussi un peu mes réserves de glycogène, des réserves énergétiques. Donc, il y a une perte de poids qui se fait inévitablement sur une sortie longue, mais ça peut quand même être une petite astuce. Là. OK, intéressant. Fait que ceux et celles qui nous écoutent pendant qu'ils courent dans l'hiver, buvez. Au moment où on vous le dit, prenez une petite gorgée. Surtout sur une sortie longue. Tu sais, si tu sors 1 heure au moins, tu peux boire avant, tu peux boire après, puis il y a peu de chances que ton hydratation soit déficiente. Tu ne perdras pas 10% de ton poids. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment plus sur des sorties plus prolongées où là, oui, ça vaut quand même la peine de se traîner une petite bouteille si possible, mais sur des sorties plus courtes, puis même l'été, à moins qu'il fasse très, très chaud, on n'a pas nécessairement des grands besoins là, si on s'hydrate avant, après. C'est intéressant. Toujours se fier aux sensations, mais une petite méfiance quand il fait froid. Exact. Parce qu'on dit tout le temps ça. Fiez-vous aux sensations, mais c'est ça. Le froid peut amener fausser un peu, mais il faut quand même, sans se forcer, on s'entend. Exact. Garder en tête que c'est important. Exact. Puis ça aide à digérer plus facilement les glucides à l'effort aussi. Donc, nécessairement, quand je pars pour 2-3 heures, je vais avoir un apport en glucides. Ça peut juste être bénéfique de diluer un peu ces glucides pour favoriser une meilleure assimilation. Très intéressant. Prochain mythe. Les BCAA pendant l'effort réduisent la fatigue et améliorent l'endurance. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on parlait pas, j'ai l'impression, il y a 4-5 ans, les BCAA, puis maintenant, c'est encore là, un peu comme la créatine dans le monde du gym, puis très utilisé dans ce milieu-là, puis très peu en dehors. Donc, les BCAA, qu'est-ce que c'est pour commencer? Donc, c'est des acides aminés à chaîne ramifiée. Donc, tantôt, je disais, les acides aminés, ça constitue les protéines. Il y a 20 acides aminés qui peuvent constituer les protéines qu'on consomme. Les BCAA, c'est 3 de ces acides aminés. Donc, c'est dans leur structure, ils ont une chaîne chimique qui a des ramifications.
Et donc, on va notamment les utiliser parce qu'ils vont avoir un effet intéressant sur la récupération musculaire après un effort. Et ce qu'on voit dans les épreuves d'endurance, ou en fait la théorie, si je peux dire, c'est que les BCAA vont être utilisés aussi comme substrat énergétique par les muscles pendant l'effort, ce qui va diminuer leur concentration sanguine progressivement et ce qui va favoriser au niveau du cerveau le passage du tryptophane, donc le tryptophane qui est un autre acide aminé, au niveau du cerveau, et le tryptophane est utilisé pour produire la sérotonine. OK. Donc la sérotonine qui va, en s'accumulant, amener une sensation un petit peu amorphe, de léthargie, de fatigue. Et donc, on va voir dans la théorie qui est derrière ce mythe-là que le fait de supplémenter en BCAA va réaugmenter les concentrations sanguines, donc entrer en compétition avec le tryptophane pour le passage au cerveau et donc limiterait la production de sérotonine. C'est très beau sur papier, oui, c'est ça. comme théorie. Ça me dire, c'est parfait, cette affaire-là. Oui, c'est ça, ça diminue la fatigue centrale. On va aller chercher des suppléments partout. Est-ce que dans la pratique, ça s'est réellement matérialisé dans les études? On voit pas beaucoup de données qui montrent un lien direct. Après ça, il n'y a pas nécessairement d'effet négatif à prendre des BCAA. Donc, est-ce que, oui, on pourrait peut-être en prendre, voir comment on se sent? Est-ce que c'est documenté de façon très, très claire? La réponse est non. C'est plutôt mitigé à ce niveau-là. Par contre, ce qu'on remarque de la consommation de BCAA avant ou pendant l'effort, c'est qu'il pourrait y avoir une diminution des dommages musculaires. Okay. Donc ça peut aider, oui, au niveau de la performance, mais surtout au niveau de la récupération aussi après l'effort. Et dans les épreuves d'endurance, c'est aussi plus pour ça qu'on va les utiliser. Donc moi, oui, je vais quand même avoir tendance des fois à en mettre sur des épreuves qui sont de longue durée, une petite quantité. Ça remplacera pas les apports en glucides, mais ça peut compléter. Puis on le voit dans certaines boissons sportives qui vont en ajouter aussi. Donc ça peut être des boissons qui sont intéressantes pour les épreuves de plus longue durée. Est-ce que ça a un rôle sur la fatigue? À vous de voir si vous sentez un effet bénéfique. Mais il y a tellement de facteurs, j'ai l'impression, que tu vas faire une journée, une longue sortie, puis le lendemain, ou pas le lendemain, mais un mois plus tard, tu vas refaire la même affaire. En même temps, là, ça vient biaiser. Il y a tellement de facteurs. C'est ça. Donc, à tester peut-être à répétition. Ouais, c'est ça. Et puis sinon, oui, au niveau dommages musculaires, ça pourrait aider à limiter un petit peu. Tu t'appuies beaucoup sur la littérature, bien sûr. Est-ce que tu sens que dans le trail, dans l'ultra-endurance, en course à pied, il y a de plus en plus d'études qui sont faites? Parce que si on recule il y a quelques années, c'est un sport qui était encore en premier balbutiement. Puis là, on a vu qu'il y a plus d'études qui se font. J'ai parlé avec Mathilde Duplard qui avait participé à l'Ultra Trail scientifique qui s'était fait en France. Mais sens-tu qu'en ce moment, il y a plus de matière sur laquelle s'appuyer pour justement faire des plans d'entraînement, faire des plans nutritionnels, faire des plans de peu importe? Oui, il y a de plus en plus d'études qui sont faites spécifiquement sur des athlètes de trail ou dans des conditions de course en sentier. Puis tu vois, dans les études que j'ai sorties pour ce soir, c'est que des données en trail. Donc, c'est le fun. On part pas d'études qui ont été faites sur la route, puis on essaie d'appliquer ça en trail, ou des études sur le vélo. Puis souvent, ça va être des durées d'efforts qui sont quand même un peu plus longues que le marathon. Fait qu'avant, on avait peut-être plus ces référents-là de dire, OK, l'effort d'ultra-endurance, il y a l'Ironman. On espère que ça se transpose, mais on espère que ça se transpose, mais maintenant, il y a des études vraiment fait entre elles, avec du dénivelé, avec des conditions qui sont vraiment propres à ce sport-là. Fait que ça, c'est le fun. Ah oui, c'est intéressant. 9e mythe. S'entraîner à jeun permet de devenir un meilleur brûleur de gras et d'être plus performant en ultra. Ça, c'est on a déjà parlé. On en a déjà parlé, oui. Ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que l'entraînement en endurance est un élément qui va amener le corps à développer sa capacité à brûler des graisses à l'effort. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'entraînement, décide de commencer à courir, va avoir beaucoup de difficultés à mobiliser pendant l'effort les graisses comme substrat énergétique. Donc, va principalement utiliser les glucides. Et plus je m'entraîne, plus je deviens un coureur aguerri, plus mon corps développe une flexibilité métabolique à être capable de mobiliser les graisses. Puis, je dis mobiliser les graisses, il ne faut pas nécessairement entendre perte de poids, là. Donc, c'est juste d'être capable d'utiliser les lipides comme substrat énergétique pendant l'effort pour une intensité donnée. Et donc, ça, juste le fait d'augmenter le volume de course, le fait de s'entraîner, de progresser dans son sport, ça va déjà être
un élément qui est très important dans l'utilisation des graisses à l'effort. Et ça nous permet de garder une flexibilité métabolique aussi. C'est-à-dire que cet entraînement-là, oui, développe ma capacité à mobiliser les graisses, mais je garde ma capacité à utiliser les glucides. Donc, j'ai vraiment accès à mes 2 substrats énergétiques. Le corps va être capable, plus je m'entraîne, d'utiliser les lipides à une intensité élevée, ce qui peut préserver mes réserves de glycogène finalement pour plus longtemps dans une course. Alors que si je fais un régime faible en glucides, là, disons on prend l'extrême, le régime cétogène, oui, on va voir que là, les adaptations sont très rapides. Donc, en quelques jours, quelques semaines, le corps va transitionner au niveau de son métabolisme énergétique pour l'utilisation des graisses. Donc oui, ça va se transposer à l'effort aussi, mais avec une difficulté à aller dans de la très haute intensité souvent et une difficulté à utiliser les glucides aussi. Parce que le corps perd cette capacité-là très rapidement aussi. On va voir que déjà en 5 jours, il y a des modifications au niveau enzymatique dans les muscles qui font en sorte que le corps a plus de difficultés à aller utiliser les glucides comme substrat énergétique. Donc, on a moins de flexibilité au niveau métabolique. Une autre tendance qu'on voit, c'est peut-être plus celle de dire, je vais faire certains entraînements à jeun ou avec des réserves à baisser en glucides. Et donc, moi, je garde souvent cette stratégie-là pour le sommet de ma pyramide. Donc, si je reviens, donc l'athlète qui a bien progressé comme développement physique, donc qui est rendu assez loin dans sa capacité à encaisser du volume, qui a déjà développé une bonne flexibilité métabolique de base, déjà une bonne capacité à mobiliser les graisses à l'effort. Et là, de dire, OK, je vais peut-être faire certains entraînements à jeun dans un contexte où je me suis bien alimentée globalement dans ma journée, dans les journées qui ont précédé. Oui, ça peut aider à peaufiner peut-être ce profil-là. Mais si je suis un athlète débutant qui physiquement, physiologiquement parlant, a déjà de la difficulté à mobiliser les graisses à l'effort, juste le fait de m'entraîner va développer cette capacité-là avant même de dire, je vais essayer de mettre des stratégies plus pointues. Et quand je viens mettre ces stratégies-là, la question que je dois m'assurer de répondre, c'est est-ce que mon apport énergétique global me permet d'encaisser cet entraînement-là sans affecter ma santé, ma récupération, etc. Donc, est-ce que j'ai l'apport énergétique suffisant dans ma journée pour faire face à ce stress physiologique-là, parce que ça reste un stress. Là. C'est drôle, je me rappelle, on l'a déjà démystifié, je pense, sous une autre forme dans le podcast les dernières fois que tu es venu, mais est-ce que tu entends autant parler de jeûne intermittent en 2025-26 qu'il y a quelques années, me semble, 2021-22? Tout le monde était là-dessus, selon les perceptions. La diète cétogène, là, c'est un peu ça a-tu autant la cote qu'en 2020 et moins. J'entends plus des gens qui me disent « je l'ai essayé et j'ai arrêté ». Donc, c'est plus ça maintenant que j'ai comme feedback. Parce que c'est pas nécessairement toujours facile à maintenir dans une vie quotidienne, encore plus le cétogène, là, qui est socialement beaucoup plus difficile à maintenir. Le jeûne intermittent, à son défaut, ça peut être aussi, est-ce que je m'assure de bien combler mes apports énergétiques pour quelqu'un qui a un niveau d'entraînement faible à modéré? Ça peut être tout à fait adéquat, puis j'ai pas nécessairement d'inquiétude que, dans la fenêtre où on mange, on peut arriver à combler les apports. Mais chez quelqu'un qui a un niveau d'entraînement élevé, si je me prépare pour un 100 miles... on a tout le temps faim. T'as tout le temps faim, là, tu peux pas être 16 heures sans manger. Ah non, c'est ça. Besoin de cet apport énergétique-là. Et s'ils ont fait du jeûne intermittent, le mot d'ordre, c'est de ne pas rester à jeun après l'entraînement. Donc, si pour des raisons pratiques, je m'entraîne tôt le matin, parce que c'est le moment que j'ai, je veux pas rester à jeun jusqu'à midi parce que là, ma récupération est vraiment altérée. Je vais nuire à tous mes processus d'adaptation. Donc, il faut voir aussi avec notre réalité ce qui convient le mieux. Exact. Après ça, il y a des bienfaits, il y a des gens qui aiment la sensation que ça amène, mais est-ce que c'est pleinement complémentaire à comme ça un entraînement qui va être sérieux, structuré, 6 jours semaine, avec des objectifs de longueur, de durée? Bon, chacun... Puis, c'est quelque chose qu'on apprécie pour X raisons, ça peut être correct. Des fois, c'est de voir comment je périodise mon alimentation dans l'année. Peut-être que dans ma off-season, ça peut être vraiment correct de faire ça si ça me convient. Puis que dans ma grosse période de volume, je vais peut-être modifier mes habitudes alimentaires.
Mais j'aime l'idée, ça fait 2 fois qu'on revient là-dessus sur périodiser, mais dans l'année, qu'il n'y a pas juste une recette tout le temps, puis à 2 mois, 1 mois de ton objectif A ou de ton pic d'entraînement, quand t'es dedans, c'est sûr que tu n'auras pas les mêmes habitudes, puis peut-être les mêmes objectifs, puis le même poids que tu veux sur la balance, puis la même sensation de faim que dans ta off-season quand tu cours. Quand ça te tente au feeling, des petites sorties, puis t'es plus en mode récupération, t'es plus sur les skis ou sur le vélo, c'est de pas avoir les mêmes standards qu'on s'impose 12 mois par année. On parle de périodisation d'entraînement, mais il faut que la nutrition suive. Ben oui, c'est ça. Dans ça, les besoins sont pas les mêmes à chaque étape. Puis des fois, j'ai l'impression, moi je me fie beaucoup maintenant à ma sensation de la faim. C'est sûr que la journée puis le lendemain d'un gros effort, là, je ressors de 2 gros week-ends un peu plus intenses, mais c'est sûr que j'ai plus faim, tu te fies à ça. Ton corps récupère. Donc exact. Oui, il y a des... Mais dans ces périodes-là, moi, j'ai pris, depuis, mettons, 2 ou 3 ans, j'ai pris l'habitude de plus calculer, puis tu sais, sans sortir un fichier Excel, juste de dire, là, je suis dans une période d'intense, je suis dans une semaine d'intensité. Mon coach, des fois, il me fait faire des 7 jours consécutifs, tu sais, une semaine choc, tu sais. Ben, c'est sûr que cette semaine-là, je vais porter plus attention parce que si je me fie juste à ma sensation de la faim, puis si je me fie juste à la sensation, souvent c'est pour de la collation, t'es au travail, t'as pas le temps de te faire quelque chose qui a un peu plus de consistance, tu te ramasses peu importe ce qui traîne, tu sais, t'es mieux de mieux réfléchir tes choses en te disant, là, cette semaine, je mets la gomme côté entraînement, faut que je mette la gomme côté nutrition, d'y réfléchir un peu plus. Donc moi, j'aime bien parler d'alimentation consciente. C'est bon. Conscient de ce que je mange, sans nécessairement être dans la restriction, c'est ça. le calcul. Moi, c'est quasiment le contraire, c'est même pas de la restriction, c'est au contraire. Faut que je me drille à plus manger, puis pas juste ramasser justement ce qui va vite entre 2 meetings à la job, de dire là, t'es en train de faire un choc à ton corps cette semaine, donc traîne-toi du stock qui a de l'allure, tu sais. Et puis, oui, manger selon ses signaux de faim, c'est un message qui est tout à fait adéquat pour la grande majorité des gens, puis c'est vraiment important de respecter ces signaux, mais c'est quand même de comprendre que, OK, si j'ai un gros volume, si je mange une assiette qui est la moitié remplie de légumes, ça se peut que je me sente rassasiée, mais que j'ai pas comblé mes besoins énergétiques. Donc, oui, manger selon sa faim, mais c'est là où, quand je dis manger consciemment, c'est de dire, peut-être que je devrais diminuer un petit peu ma portion de légumes qui amène beaucoup de fibres, beaucoup de volume, au profit de plus de glucides dans mon assiette, parce que là, je sais que ma dépense énergétique est importante. Donc oui, manger à ma faim, mais manger les bons aliments aussi pour combler cette faim-là, parce qu'ils vont m'amener un apport énergétique adéquat pour le volume que je fais. Je repense encore assez souvent à ce que tu m'avais parlé en 2020, le un tiers dans l'assiette, puis les journées d'effort ou d'entraînement, de plus miser sur une moitié de l'assiette qui va être plus féculent, tu sais, miser là-dessus versus journée off, justement. Il faut pas que tu te foules de féculents, c'est pas nécessaire. Exact. Mais que quand il y a... Tu vois le guide alimentaire, on l'a peut-être vu, l'image en la moitié en fruits et légumes, un quart en féculents, un quart en protéines. C'est très bien pour la majorité de la population. Mais c'est de voir, OK, peut-être que cette assiette-là comble plus mes besoins quand je fais 150 km dans ma semaine. C'est ça, exact. Intéressant. Le dernier, c'est toi qui l'avais proposé, puis honnêtement, j'avais aucune idée, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais voilà, je vais le lire, le mythe. Le jus de cerise de Montmorency est un incontournable pour optimiser la récupération. Qu'est-ce que la cerise de Montmorency? Tart cherry en anglais. Si vous avez suivi le Tour de France, vous avez peut-être vu là, les athlètes qui finissent la course puis qui ont leur bouteille avec du jus rouge. Si tu cherches sur Google là, dans les actualités jus de cerise Tour de France, t'as plein d'articles qui sortent, des images. Donc c'est un supplément qui a été un peu en vogue par ça. Et donc, le jus de cerise qui est en fait très riche en antioxydants, notamment en polyphénol. Il y a des études qui ont démontré que un apport élevé en polyphénol pourrait aider au niveau des processus de récupération. Donc, on va parler généralement d'un 1000 mg de polyphénol. Pour donner un peu un exemple, en termes d'aliments, là, ça fait à peu près 450 grammes de bleuets. Donc, c'est une grosse chopine de bleuets. On est à peu près à 300 grammes, donc c'est comme 1,5 fois. Donc, c'est pour ça que là, le jus devient plus pratique à consommer. Le gros casseau de bleuets tous les jours, ça prend du temps. Il faut manger beaucoup, là, on s'entraîne beaucoup, mais donc c'est pour ça que les formes de suppléments permettent de concentrer les apports en antioxydants puis pourraient aider au niveau de la récupération. On voit pas nécessairement
d'effets intéressants à consommer ce type de supplément-là de manière chronique, mais c'est plutôt de manière aiguë ou ponctuelle autour d'un effort physique. Donc, on va souvent le voir comme supplément quelques jours avant un effort, puis tout de suite après. Puis ça pourrait diminuer certains dommages musculaires, aider au niveau des processus de récupération. J'ai vu une étude aussi qui montrait des potentiels effets sur la performance dans les sports d'endurance liés au métabolisme de l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique qui va avoir un rôle sur la vasodilatation, donc l'apport en oxygène au niveau des muscles. Donc, ça pourrait bénéficier à la performance, un peu comme le jus de betterave là, qui a été très en vogue il y a une dizaine d'années. Donc, le jus de cerise pourrait aussi, par des mécanismes un petit peu différents, mais venir jouer aussi sur l'oxyde nitrique. Mais vraiment, son rôle est plus au niveau processus de récupération. On voit que d'autres études ont montré que des antioxydants à très forte dose, notamment la vitamine C, la vitamine E, de manière chronique, ça va plutôt être nuisible sur l'entraînement parce que finalement, on vient diminuer le stress oxydatif qui est généré par notre entraînement. Et ce stress-là, dans une certaine mesure, il est essentiel au développement des adaptations. Donc, si on vient toujours modérer le stress oxydatif par une prise élevée d'antioxydants, donc quand je dis élevé, c'est via des suppléments. Là. Si vous mangez beaucoup de fruits et légumes, on se rend pas là. Ça à voir, mais donc via une prise de suppléments, on vient toujours modérer ce stress-là. Le corps n'a pas besoin de s'adapter finalement. Donc, de façon chronique, c'est pas nécessairement recommandé pour bénéficier de notre processus d'entraînement. Mais quand on est dans une période de compétition peut-être plus intensive, puis là, je reviens avec le Tour de France où on est quand même sur 3 semaines très, très intenses. Là, l'objectif est plus de développer des adaptations. L'objectif est peut-être d'optimiser ma récupération. Donc, quelqu'un qui fait un ultra, de dire, OK, peut-être la semaine avant, puis tout de suite après, c'est quelque chose qu'on peut essayer. Après ça, est-ce que ça va faire en sorte que vous allez descendre les escaliers en courant le lendemain de votre ultra? Non. C'est ça. Il faut quand même relativiser les attentes. On est encore dans le top de la pyramide. Exact, oui. OK, c'est intéressant. Puis les gens qui s'appliquent leur curiosité, qui ont le goût de l'essayer, on trouve ça où? Oui, il existe différents produits là disponibles. Moi, j'aime bien le site de Feed. OK. Il y en a quand même un site web là où on peut acheter vraiment différents produits de nutrition sportive, des gels aux boissons, aux compléments. Puis si on tape Tart Cherry, donc T-A-R-T Cherry, il va nous sortir toutes sortes de suppléments là intéressants qui vont être sous forme de gel, de concentré, de jus. À tester. Oui, très intéressant. J'avais jamais entendu parler de ça. Écoute donc, Tour de France qui a influencé. Oui, ça, si vous allez voir le... Qui est souvent la compétition d'endurance la plus médiatisée au monde. Fait que, oui. Mais c'était super intéressant. Merci beaucoup, Isabelle. On est passé à travers nos 10 mythes. Oui. Si les gens ont écouté puis se disent, j'ai le goût de la rencontrer, Isabelle, j'ai le goût de suivre ses conseils, j'ai le goût de me faire accompagner dans une transition, dans un accompagnement parce qu'on se rend compte qu'il y a peut-être des carences ou peu importe, comment les gens peuvent te contacter? Oui, mon site web, isabellemorinnutrition.com. Vous pouvez m'écrire aussi nutrition.morin@gmail.com. Sinon, il y a mes coordonnées sur mon site web. Vous pouvez passer par ma page Facebook aussi, Isabelle Morin nutritionniste. Vous allez me trouver. Donc, c'est le meilleur moyen, là. Puis après ça, on regarde pour trouver un moment. Puis comme je disais, toutes mes rencontres sont à distance, en ligne. Donc, peu importe où vous habitez au Québec, c'est possible de se rencontrer. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. C'est pas terminé. Parce que tu le sais, les invités. Quiz. D'habitude, il y a les questions éclair NAC, qui est une compétition de vitesse. Là, tu l'as fait back in the days, en 2020. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je préfère de sympathique, de différent? Puis j'ai ressorti un concept que tu as peut-être vu sur les médias sociaux, mais c'est un concept qui existe, qui est clairement pas sorti du bois qui a inventé ça. Je te mets 2 éléments en compétition, puis l'élément qui gagne tombe en compétition contre le suivant, puis à la fin, normalement, on arrive avec le produit, le truc ultime. Okay. Je me suis amusé avec des athlètes NAC quand j'étais à Chamonix, je l'ai fait avec Ludovic Pomeray, Mélodie Gilbert. Oui, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Là, au début, je pensais le faire comme ça, puis là, je me suis dit, d'un coup, qu'elle a pas goûté 100% des produits NAC, c'est embêtant à lui demander. Fait que là, je suis allé avec les saveurs. Pas toute la gamme. Je vais avec les saveurs. Fait que, oui, tu peux y penser en termes de NAC, tu peux penser simplement en termes de cette saveur-là. Est-ce que je l'aime? On va trouver c'est quoi ta saveur ultime. Bonne idée, mais parfait, allons-y. Fait que j'ai pas mis les plus obvious, je vais t'avouer. J'en ai mis. Fait que t'es prête? Oui, je suis prête. On commence. Ananas versus macchiato caramel. Ananas. Ananas versus lime. Lime. Lime versus caramel salé. Lime. Lime versus sirop d'érable. Lime. Lime versus bouillon salé. Lime. On dirait celle-là, je suis pas surpris. Ouais. Lime versus poire banane. Lime.
Lime versus beurre d'arachide. Oui, ça dépend du moment, tu sais, mais disons, dans le contexte de course, je vais rester avec la lime. Ah ouais? Lime versus vanille chai. Ah, t'es un petit thé chai chaud, là, sur le bord du feu, mais sinon, en course, lime. Mais ça tombe bien que mon dernier, ce soit lime versus citron. Oh, ouais, j'aurais tendance à dire citron. Ah ouais, on est vraiment dans les agrumes. Citron l'emporte. Lime et citron, ouais, c'est ça. Ça serait la réponse la plus simple, mais c'était intéressant. En fait, pas mal toujours ce que j'achète. Passion, agrumes. Pendant l'effort, je trouve mais ça qu'il y passe a comme un bien, petit je suis côté d'accord. rafraîchissant, je me tanne moins vite que les trucs très sucrés, caramel, chai. C'est des choses que j'aime au quotidien. Mais à répétition. En courant, c'est comme trop sucré, trop intensité. Je vais amener les choses un petit peu plus douces, puis qui ont cette saveur-là plus acidulée, agrume un peu. Oui, puis des fois, ça vient juste contrebalancer. Moi, tout le monde le sait qui écoute, là, je suis un gros fan des gaufres de NAC. Je trouve que ça passe tout le temps bien. Mais avant, la première gamme au lancement, c'était des gammes sucrées. Tu sais, t'avais une au chocolat, caramel salé, sirop d'érable. On était dans des goûts qui se ressemblent quand même, que je les aime beaucoup, mais à un moment donné, tu peux te lasser après 20 dans une course. Donc, là, ils sont arrivés avec les fruits rouges, lime. Moi, pas lime, pardon, citron. Je l'aime beaucoup parce que ça goûte complètement autre chose. Fait que on est ailleurs. La rotation fait du bien parce que, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, là. À un moment donné, on se lasse de peu importe quelle saveur, puis c'est le fun varié, mais je trouve que les agrumes passent vraiment mieux, même en drink mix et tout. Je trouve que c'est sur le long terme ce qui passe le mieux. Ouais. Fait que là, c'est Citron qui l'a emporté. C'est Citron. On félicite tous les citrons qui nous écoutent. On dirait qu'on parle de des chars qui vont mal. Mieux vous faire de la limonade ou un drink mix au citron quand on se fait donner des citrons. Ben oui, merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment intéressant de plonger avec toi dans ces 10 mythes-là. J'espère que les gens ont appris des choses. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup d'affaires. Quand on rentre dans ce fin détail-là, quand on a le temps aussi de les expliquer, on peut comprendre un peu plus les subtilités puis de voir qu'il n'y a rien de noir ou blanc puis que la réponse est comme entre les deux. Dans ce cas-ci, on a quand même des mythes qui étaient assez clairs et d'autres qu'il fallait donner plus de contexte. Merci, c'est toujours très clair, très éloquent. Fait que merci beaucoup à toi. de plaisir. J'espère que les gens vont nous écrire pour nous dire quels mythes les ont surpris le plus. Oui, si vous en avez d'autres à poser. Nous, on est parti sur un plan annuel là, avec ces épisodes-là. On a commencé depuis 2020, fait que peut-être qu'un jour, il y aura la phase 2 des mythes inspirés de ce que vous nous écrirez puis de ce qui sera les tendances des runfluencers du moment. Tout à fait. Mais là, c'est l'époque des glucides. On entend encore beaucoup parler. Ça va rester encore la révolution. Mais un truc, mais je te pose la question, mais j'ai entendu des trucs des athlètes dans des courses très très chaudes, genre Western State, que là on évoque du glacé. La tolérance. Mais là on parle de calories ou de glucides, mais glacés, les gens vont mettre des drink mix en formule quasiment slush. Oui. Puis moi je me rappelle, puis là moi je fais un parallèle là où il y en a peut-être pas du tout, mais je me rappelle d'Antoine Guillon. Avant qu'on prenne le départ de l'Ultra-Trail Arcana 125, il était participant. Antoine qui a fait la diagonale maintes et maintes fois, qui rappelait aux gens ces petits trucs. Ils ont donné le micro puis ils ont dit là, t'as tout le monde devant toi, on est 400 à partir, donne tes trucs, puis il disait vous mettez tout de l'eau sur la tête puis ses bras, mettez-les près des organes vitaux, mettez-vous de l'eau dans le cou, sur la poitrine, près du cœur, près des organes vitaux. Puis là, je me disais, y a-t-il un lien entre cette consommation-là de, on va voir des popsicles, mais on s'entend, ça s'en va directement là où tu as des organes vitaux. Fait que là, on envoie une dose de froid. Oui. Ça peut avoir un effet? Puis, il y a des études qui montrent, effectivement, puis les athlètes d'élite, ça fait quand même plusieurs années qu'on voit les vestes refroidissantes. Et puis, on va voir aussi qu'ils vont consommer des espèces de sludge avant un marathon ou dans des conditions chaudes pour diminuer la température corporelle. Donc, oui, si vous faites là, le 125 au QMT en juillet, là, puis que vous avez des gens qui viennent vous prêter main forte à certains ravitaux, dites-leur de vous amener un petit popsicle. Ça va vous faire du bien. Voilà, c'était le 11e mythe que j'ai pitché comme ça en plein milieu de ma conclusion. Je remercie David Hébert pour le design graphique. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. NAC, qui est le partenaire principal du podcast et de ce petit questionnaire de fin d'épisode où le citron l'a emporté. Merci à Café Charlevoix, qui est le partenaire caféiné. On a une nouvelle batch de Café Charlevoix pas sorti du bois sur leur site web. Donc allez voir ça. C'est le même que l'année passée, mais on a tellement vendu qu'il faut en remettre en circulation. Fait que allez vous procurer ça. Noctem qui va faire une rigueur féline nano épiée que j'adore. T'as-tu aimé ton mock? Oui, j'ai pas encore fini, j'ai trop parlé, je pense, mais délicieux. C'est souvent ça qu'il y a avec l'invité. Fait que merci à vous aussi. Puis à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.